Du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Koyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP. Et salle à manger, salle de bain confort et magistrale et des chambres à coucher, cuisine Kafou. Sécurité, ils ont assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Courant et Kindakate. Na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus. Immeuble Emma. L'histoire est en marche. Ce mercredi à Washington, la RDC et le Rwanda ont paraphé un texte fondamental sous la médiation des États-Unis et du Qatar. Prévu pour être officiellement signé le 27 juin, cette première étape consacre un tournant diplomatique majeur. Pour la première fois, un accord impose clairement à Kagame le respect de la souveraineté congolaise, le désarmement de ses groupes armés et l'arrêt des hostilités. Derrière cette avancée se cache une réalité plus profonde, la victoire stratégique de Félix Tshisekedi, de l'armée congolaise, FARDC, et des résistants Wazalendo. Mais que cache réellement cet accord? Est-ce un pas vers une paix durable ou un piège tendu par Kigali pour gagner du temps? Découvrez une analyse politique détaillée de cette évolution décisive dans le conflit qui ravage l'Est du Congo depuis des décennies. La scène diplomatique internationale a rarement été aussi attentive à la région des Grands Lacs que ces derniers mois. Et pour cause, après des décennies de guerre imposées au peuple congolais, une lueur d'espoir perce enfin à travers l'épaisse brume des trahisons régionales et des manipulations internationales. Ce mercredi 18 juin 2025, à Washington, les experts techniques des gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda ont paraphé un document que beaucoup qualifient déjà d'historique. Un texte préparant la voie à un accord de paix qui pourrait, s'il est effectivement respecté, mettre un terme à l'agression que subit la RDC depuis des décennies, orchestrée par Paul Kagame et son régime du Rwandan Patriotic Front, RPF. Ce texte, qui sera signé officiellement au niveau ministériel le 27 juin sous les auspices du secrétaire d'État américain Marco Rubio, est présenté comme le prolongement de la déclaration de principe du 25 avril 2025. Il reprend des points fondamentaux: respect de l'intégrité territoriale, interdiction des hostilités, désarmement des groupes armés non étatiques, mécanismes conjoints de sécurité, retour des réfugiés, accès humanitaire et intégration économique régionale. À première vue, il s'agit d'un accord équilibré. Mais une lecture attentive révèle un changement fondamental dans les rapports de force. Pour la première fois, la communauté internationale reconnaît officiellement que la souveraineté de la RDC doit être protégée, que les groupes armés doivent être désarmés et que la paix ne passera pas par l'imposition de diktats par Kagame ou ses relais. Ce tournant ne s'est pas imposé de lui-même. Il est le fruit d'une stratégie lucide, patiente et courageuse du président Félix Tshisekedi. Depuis sa prise de fonction, en 2019, Tshisekedi a dû composer avec un appareil sécuritaire, gangrené par l'État profond kabiliste, infiltré depuis des années par les réseaux proches de Kigali. Pendant que Joseph Kabila pactisait avec Paul Kagame, facilitait les pillages de minerais et protégeait l'impunité des troupes rwandaises sur le sol congolais, Tshisekedi, lui, a entrepris une œuvre de redressement de l'État. Lentement mais sûrement, il a démantelé les réseaux d'allégeance étrangères au sein de l'armée, réhabilité le rôle des FARDC,
et soutenu l'émergence de résistants patriotes comme les Wazalendo, véritables boucliers du peuple contre l'agression. Il faut aussi souligner que cet accord intervient après une série de défaites militaires cinglantes pour les RDF et les supplétifs M23 dans les montagnes du Nord Kivu. En s'alliant avec les forces patriotiques congolaises, notamment les Wazalendo, les FARDC ont stoppé l'avancée de l'ennemi, brisé l'image d'invincibilité construite autour des troupes de Kagame et regagné des bastions stratégiques. Le Rwanda a compris qu'il ne pouvait plus continuer sa guerre d'usure sans en payer le prix diplomatique et humain. C'est dans ce contexte que les États-Unis, contraints de réévaluer leur soutien tacite à Kigali, ont décidé de reprendre la main et de jouer un rôle plus constructif. Le choix de Washington comme lieu de négociation, avec la participation du Qatar comme cofacilitateur, n'est pas anodin. Il montre que le vent tourne. Kagame, affaibli, isolé et discrédité à la fois par les révélations de la presse internationale et par les sanctions annoncées au Royaume-Uni, n'est plus le chouchou de l'Occident. Il est désormais vu comme un facteur d'instabilité, et même certains de ses soutiens les plus fidèles commencent à prendre leur distance. L'accord, tel que formulé, prévoit le désengagement et le désarmement des groupes armés non étatiques. Cela vise, bien entendu, en premier lieu, le M23, cette force supplétive du Rwanda, qui n'a d'indépendant que le nom. Depuis sa résurgence en novembre 2021, ce groupe s'est illustré par des massacres, des déplacements massifs de population et le pillage systématique des ressources naturelles. Il est aujourd'hui reconnu, preuves à l'appui, comme un instrument du régime rwandais pour maintenir l'instabilité dans l'est du Congo. L'autre point crucial de l'accord est l'intégration conditionnelle de certains éléments des groupes armés. Ce point doit être surveillé de près car il pourrait être manipulé par le régime rwandais pour tenter d'infiltrer à nouveau les institutions sécuritaires congolaises. Mais cette fois, Tshisekedi et ses conseillers semblent avoir appris des erreurs du passé. L'intégration ne sera possible que sous conditions strictes, avec des vérifications de nationalité, des tests d'aptitude et surtout un contrôle rigoureux de l'allégeance au drapeau congolais. Un mécanisme de coordination sécuritaire basé sur le concept d'opération du 30 et 1 octobre 2024 sera mis en place. C'est une avancée stratégique qui permet à la RDC de garder la main sur ses décisions militaires tout en s'inscrivant dans un cadre régional de coopération. Le piège de la cooptation aveugle, tel qu'il a été expérimenté dans les années 2000 avec les brassages désastreux orchestrés par Kabila, semble avoir été évité. La RDC a aussi imposé, dans l'accord, la question du retour des réfugiés et des déplacés internes. Cette clause est essentielle, car elle permet de réaffirmer que les territoires congolais doivent redevenir des espaces sûrs pour leur population, et non des zones occupées par des forces étrangères ou instrumentalisées. L'accès humanitaire y est également garanti, ce qui répond aux préoccupations de nombreuses ONG présentes sur le terrain. Mais le point le plus fondamental, le plus symbolique et le plus politique de cet accord reste l'engagement commun sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. C'est une ligne rouge claire, un message adressé directement à Kagame. L'époque où le Rwanda pouvait s'infiltrer dans les affaires congolaises en toute impunité est révolue. Le peuple congolais, à travers sa résistance, sa diplomatie et son armée, vient d'imposer ce principe non négociable sur la scène internationale. Le rôle du Qatar dans cette médiation mérite aussi d'être souligné. En s'alliant avec Washington, Doha cherche à asseoir sa position en Afrique comme facilitateur de paix. Mais contrairement aux années passées, où les médiateurs imposaient leur lecture au détriment
des peuples africains, cette fois, les discussions ont été conduites dans le respect des revendications fondamentales de Kinshasa. Il ne s'agit plus de forcer la RDC à accepter une intégration de façade ou des concessions dangereuses, mais de construire les bases d'une paix juste, équitable et durable. Un sommet des chefs d'État est annoncé à Washington pour consolider ces avancées. C'est une reconnaissance implicite que le dossier congolais ne peut plus être traité en coulisses. Il faut l'affronter frontalement avec la participation directe des principaux responsables, dans la transparence. Et Tshisekedi, en imposant la voix du peuple congolais à cette table, prouve qu'il est devenu un acteur diplomatique incontournable dans la région. Cet accord n'efface pas les crimes de Kagame ni ceux de ses supplétifs du M23. Il ne ressuscite pas les milliers de vies perdues, ni ne reconstruit à lui seul les villages brûlés, les enfants traumatisés ou les femmes violées. Mais il représente un tournant stratégique. Il consacre, pour la première fois depuis les trahisons des années Kabila, la victoire d'une ligne nationaliste, souverainiste et panafricaniste. Il faudra rester vigilant, car Kagame est passé maître dans l'art de gagner du temps à travers de faux engagements. Mais cette fois, les rapports de force ont changé. Et Tshisekedi, fort du soutien populaire, de l'unité nationale retrouvée et de l'alliance FARDC-Wazalendo, a démontré qu'il ne cédera plus 1 centimètre de la dignité congolaise. L'histoire retiendra que c'est en juin 2025, à Washington, que la RDC a imposé au monde une vérité simple. Le Congo n'est plus une proie, mais une nation debout. La signature technique de cet accord à Washington n'est donc pas un simple geste diplomatique, mais le symbole d'un rééquilibrage géopolitique fondamental. Pendant trop longtemps, la République démocratique du Congo a été perçue par la communauté internationale comme un espace à pacifier de l'extérieur, comme une terre incapable de se gérer seule. Cette perception coloniale, renforcée par les discours paternalistes et les interventions étrangères dictées par des intérêts miniers, a permis à des pays voisins comme le Rwanda de s'ériger en gendarmes de l'Est du Congo tout en exploitant ses richesses. Aujourd'hui, la donne change. La RDC impose son agenda. Elle impose son langage. Elle impose surtout sa souveraineté. Ce basculement ne se comprend pas sans le courage des résistants congolais qui, sur le terrain, ont empêché la partition du pays. Les FARDC, soutenus par les Wazalendo, ont refusé de céder face à l'avancée brutale des troupes rwandaises déguisées sous l'étiquette M23. À Bunagana, à Rutshuru, à Kibumba, dans les collines du Massissi, des hommes et des femmes ont pris les armes pour dire non à l'occupation. Cette résistance n'est pas née dans les chancelleries. Elle est née dans les villages brûlés, dans les camps de déplacés, dans la dignité meurtrie des Congolais. Et c'est elle, cette résistance enracinée dans le peuple, qui a forcé les grandes puissances à revoir leur position. Ce n'est pas la première fois que le Rwanda et la RDC s'asseyent autour d'une table de négociation. Mais c'est la première fois que le rapport de force est en faveur de Kinshasa. Lors des précédentes initiatives, Lusaka, Sun City, Nairobi, Addis Abeba, la RDC était souvent représentée par des dirigeants compromis, manipulés ou directement inféodés à Kigali. Joseph Kabila, dont les liens avec Kagame sont désormais documentés par plusieurs sources, a joué un rôle de marionnette, allant jusqu'à accorder des zones minières entières aux compagnies rwandaises, au mépris total de la souveraineté nationale. Il faut dire les choses clairement. C'est parce que le Rwanda avait un homme à Kinshasa qu'il a pu maintenir sa mainmise sur l'est du Congo pendant 2 décennies. Mais en 2025, ce jeu de dupes a été brisé. Tshisekedi
a choisi de rompre avec cette tradition de compromis honteux. Il a choisi le camp du peuple. Il a fait le pari risqué de refuser les diktats de Kigali, de réarmer l'armée nationale, de purger les traîtres au sein des institutions et d'appeler les Congolais à défendre leur territoire. Ce choix courageux aurait pu le mener à l'échec face à un ennemi soutenu par certains lobbies occidentaux. Mais ce choix a payé, car il a permis à la RDC de retrouver sa voix, sa colonne vertébrale, son identité. Il faut aussi noter que la signature prochaine de cet accord à Washington est une humiliation pour Paul Kagame, lui qui se présentait comme l'architecte de la stabilité régionale, comme le chouchou des think tanks occidentaux, comme le modèle du développement autoritaire en Afrique, se retrouve aujourd'hui contraint de signer un texte qui reconnaît les droits de la RDC, qui exige le retrait de ses hommes armés, qui encadre même le retour des réfugiés. Pour un régime fondé sur l'arrogance militaire et la négation des autres peuples, c'est une claque diplomatique historique. Le moment est d'autant plus significatif que Kagame traverse une crise interne sans précédent. Des rumeurs persistantes évoquent une santé déclinante, une lutte féroce pour sa succession et des divisions profondes au sein du RPF. La disparition soudaine du président rwandais de la scène publique pendant plusieurs jours, sans explication crédible, a semé le doute même parmi ses soutiens les plus loyaux. Et dans ce contexte de fragilité, le Rwanda est contraint d'accepter un accord qui, en réalité, entérine sa défaite stratégique. Mais il serait naïf de croire que le danger est totalement écarté. L'histoire du Congo nous enseigne que les accords peuvent être signés pour mieux être trahis. Le régime de Kigali a souvent utilisé la ruse comme arme de guerre, signer la paix pour mieux préparer l'attaque, prendre langue avec les puissances pour désorienter l'opinion publique, puis revenir à la charge avec d'autres groupes armés sous d'autres noms. Le Rwanda ne déposera pas les armes de bon cœur. Il ne renoncera pas à ses visées expansionnistes par simple engagement moral. Il faudra donc une vigilance constante, une pression populaire permanente et surtout une capacité militaire dissuasive pour garantir que cet accord soit appliqué. C'est pourquoi la reconstruction de l'armée congolaise reste plus que jamais une priorité. Les FARDC doivent devenir une force moderne, disciplinée, bien équipée et résolument nationale. Les trahisons du passé, celles des officiers pro-Kabila, pro-Kagame ou pro-Museveni, ont affaibli l'institution militaire. Aujourd'hui, le travail de purification entamé sous Tshisekedi doit être poursuivi et intensifié. Il ne s'agit pas seulement de désigner des traîtres. Il faut rebâtir une armée de patriotes, soutenue par le peuple, formée selon les standards internationaux et capable de défendre le territoire congolais contre toute agression future. Les Wazalendo, ces combattants issus de la société civile, ont montré qu'un peuple prêt à se défendre est invincible. Leur action a permis de repousser les offensives rwandaises là où des unités FARDC compromises avaient cédé. L'alliance entre l'armée nationale et ses forces populaires doit être institutionnalisée, encadrée, valorisée, car c'est dans l'unité entre l'État et le peuple que se trouve la véritable souveraineté. Il est également impératif de renforcer la diplomatie congolaise. La brillante Thérèse Kayikwamba Wagner, actuelle ambassadrice de la RDC aux Nations Unies, a montré qu'une diplomatie offensive et bien argumentée pouvait faire bouger les lignes. Grâce à elle, de nombreuses capitales ont ouvert les yeux sur la réalité de l'agression rwandaise. Il faut multiplier ces profils, renforcer les ambassades, coordonner les messages et poursuivre la mobilisation de l'opinion publique mondiale. Le Congo ne doit plus être le grand absent des discussions sur lui-même. En conclusion, l'accord paraphé, ce 18 juin,
2025 à Washington est une victoire. Pas une victoire définitive, mais une victoire stratégique majeure pour le peuple congolais. Il concrétise des années de lutte, de souffrance, de résistance. Il consacre l'échec de la politique d'agression de Paul Kagame. Il révèle l'effondrement du projet du M23. Et surtout, il affirme que le Congo n'est plus une terre sans maître, mais une république debout, fière, souveraine. Le chemin reste long. Les cicatrices sont profondes. Les ennemis du Congo ne désarmeront pas aussi facilement. Mais ce moment historique prouve qu'avec une vision claire, un leadership courageux, une armée réhabilitée, une population mobilisée et une diplomatie intelligente, la République démocratique du Congo peut non seulement survivre, mais triompher. La paix ne se donne pas, elle s'arrache. Tshisekedi, les FARDC, les Wazalendo et le peuple congolais viennent d'en faire la démonstration éclatante. Que cela soit une leçon pour ceux qui croyaient encore pouvoir dominer le Congo par la violence. L'ère des pillards touche à sa fin. L'ère des peuples souverains commence.